Bonjour à tous. Bonjour à tous, David Galrenier, directeur technique au sein de l'équipe innovation de Minalogic. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire des perspectives de l'IA qui va être dédié à l'impact de l'IA dans l'industrie et la robotique. Je serai accompagné de Katia Hilal et Jean-Louis Dacosta, que je vous présenterai un peu plus en détail tout à l'heure, mais je vais rentrer très vite dans le vif du sujet pour ne pas perdre de temps avec vous et hop, trouver aussi ma présentation. Voilà. Euh, pour introduire quelques éléments d'information avant de rentrer dans le vif du sujet très rapidement, vous rappelez aussi que Minalogic se positionne sur la robotique et vous propose le 5 juin dès 8h30 à Grenoble d'aborder une journée dédiée à la robotique. Et pour cela, vous aurez aussi l'occasion de pouvoir pitcher un projet et éventuellement trouver des partenaires et identifier des sources de financement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à regarder déjà la ligne éditoriale et éventuellement de me renvoyer la fiche projet qui vous permettra aussi de pitcher en fin de journée avec nous. Dans la logique de cet événement, on vous rappelait aussi que Minalogic, comme tous les pôles, et Jean-Louis pour vous en dire deux mots aussi du côté team, on est sur de l'accompagnement pour la labellisation dans vos montages de projets d'innovation. Donc, je vous ai mis ici quelques appels à projets qui sont un peu reliés à la thématique du jour sur la robotisation et l'industrie. Donc, gardez en tête que sur les financements de l'innovation, les appels à projets peuvent être soit génériques, type IDEMO, où là on est sur des recherches de consortium entre des laboratoires et des entreprises. On va être sur des enjeux de réindustrialisation, que l'appel à première usine. On a jusqu'au 5 juin un appel qui est dédié typiquement à l'offre de robots et machines intelligentes d'excellence. Sur la question du continuum numérique, qui est le sujet qu'on abordera le 5 juin, notamment dans la journée robotique qu'on organise. Donc, c'est tous les services qui vont être corollaires à la robotisation industrielle. Donc, c'est des appels à projets aussi qui peuvent être réfléchis en fonction de soit d'une dimension industrielle, soit d'une dimension robotique. Donc, c'est pour ça que je vous ai cité cet appel à projet qui termine aussi de manière très rapprochée le 10 juin. Et plus typiquement pour les acteurs de l'IA, savoir qu'il y a un nouvel appel à projet qui est sorti pour les industries culturelles et créatives. Donc, on sort du domaine, mais en tout cas, c'est une dimension purement technologique de l'intelligence artificielle qui est attendue. Je vous ai mis quelques exemples en lien avec France 2030, savoir que l'accompagnement, on le réalise sur les appels à projets à la fois de la région, dans le cadre national aussi avec France 2030, et dans des dimensions européenne. Et si vous voulez avoir une meilleure compréhension de l'accompagnement minalogique au financement de l'innovation, je vous invite à vous connecter au webinaire que nous avions dédié à ça le 11 février 2025 sur notre chaîne YouTube. Deuxième événement plus réduit, mais qui s'inscrit dans une déclinaison de ce qu'on aura fait le 5 juin, donc qui aura lieu le 1er juillet à Saint-Étienne, où on va aborder la robotique et le design avec une présentation du projet plus globale de Saint-Étienne Métropole en lien avec la filière design. Et on aura la chance d'avoir Guillaume Credoz, qui est architecte et président de Post Industrial Craft, qui présentera sa technologie d'impression 3D pour du mobilier extérieur grâce à la robotique. Et Philippe Cognier, directeur général de Roboptique, qui parlera de design de cellules robotisées et aussi du lien entre la robotique et l'impression 3D. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. L'événement est en ligne aussi. Et en perspective, on aura notre Minalogic Connect à Valence qui sera dédié à la robotique intelligente au mois de novembre 2025. Vous annoncez aussi que la prochaine perspective de l'IA sera dédiée à la santé. Donc, si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous ai mis le lien pour rappel. J'en ai fini pour ces quelques éléments d'information. Je vous propose de laisser la main à Jean-Louis Dacosta, qui est le directeur des opérations usines à projet au sein du pôle de compétitivité SIM, qui, je le rappelle, est aussi partenaire de l'événement du 5 juin, et à Katia Hilal, qui est fondatrice et directrice générale de Amiral Technologies. Donc Jean-Louis va nous aborder la thématique sous un angle plus global et Katia illustrera à travers Amiral Technologies et son offre de service une approche plus concrète de l'IA pour l'industrie. Voilà, je passe la main à Jean-Louis qui
va pouvoir vous présenter l'IA dans l'industrie et la robotique. Et avant de lui laisser définitivement la main, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions durant les présentations dans le chat. On reviendra au fil de l'eau ou si les interlocuteurs et interlocutrices ont cette capacité de répondre au fil de l'eau, bah, tant mieux. Sinon, on reviendra dessus en fin de présentation, sachant qu'on a à peu près un temps de parole d'une une grosse demi-heure qui va être consacrée à la thématique et on aura quelques échanges en fin de ce webinaire. Jean-Louis, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci David de cette introduction et des informations sur les événements dont effectivement pour certains signes partenaires. Je vais vous présenter un peu ce que fait SIM dans dans le contexte de l'IA et de la robotique. Donc rapidement, vous rappeler un peu ce qu'est SIM. Donc SIM, comme Minalogic, c'est un pôle de compétitivité qui est dédié à l'ingénierie et aux solutions pour la production manufacturière industrielle. Donc ça veut dire qu'on va être plutôt un pôle intégrateur. On va se positionner de Minalogic. On va plutôt aller chercher les briques techno côté Minalogic pour en faire ensuite des solutions industrielles. Ce qui fait qu'on va répondre comme ça à des sollicitations vraiment qui répondent à des besoins industriels. Donc on part du besoin industriel et on va depuis l'idée jusqu'aux produits industrialisés. Juste rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous dire sur quoi on est positionné. On a trois grands secteurs sur lesquels on intervient, qui sont la conception, les outils pour la conception, les procédés de transformation des matériaux, quels qu'ils soient. Matériaux, chez SIM, c'est métaux. Tout ce qui va être technologie pour l'industrie, au sens transformation digitale et technologie du futur. Et en fait, tous ces sujets-là, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a dans notre écosystème, et je pense que ça va être un peu la même chose côté Minalogic, on a une forte communauté d'offres de solutions. Chez nous, à peu près 70 entreprises. Et aujourd'hui, on se rend compte que 90% des solutions qui sont proposées par nos offres de solutions intègrent des briques d'IA. Donc, on est vraiment dans le sujet. Les projets qu'on accompagne, David a montré les différents types d'appels à projets côté Minalogic. On a quelque part, à part les projets très numériques qui sont vraiment la spécialité du Minalogic, on a vraiment les mêmes appels à projets. Et aujourd'hui, on accompagne à peu près 150 projets par an. Et puis là aussi, un phénomène de plus en plus important, c'est que dans tous ces projets, dans plus de 90% des projets, il y a des verrous ou des briques techno qui sont travaillés. Donc, vous l'avez compris, en fait, SIM se positionne en pôle intégrateur. Donc, on n'est pas des spécialistes de deep tech. On est plutôt un pôle qui va aller chercher les deep tech et en travailler les applications. Donc, sur l'IA, en fait, c'est la même chose. On ne va pas être au cœur de l'IA au sens stricto sensu. On va vraiment être comment on utilise ces technologies d'IA dans les projets et dans les process industriels. Donc, très rapidement, mais ça vous connaissez mieux que moi, donc on a les différents types en fait d'IA qui existent aujourd'hui, et en fonction de leur type, il y aura des applications qui vont être différentes. Si on parle d'IA symbolique, on va plutôt être sur les règles métiers, donc plutôt ce qui va être contrôle qualité et diagnostic, tous les niveaux de machine learning. On va plutôt aller sur les sujets de maintenance, les sujets d'optimisation de process. Si on va un peu plus loin dans le deep learning, on va plutôt sur des données complexes et dans le traitement d'image, la vision industrielle au sens large. Et puis après, on peut combiner, et là, on va aller jusqu'au numéro numérique ou les outils d'aide à la décision. Et puis après, il y a l'IA générative qui, elle, est plutôt liée à la création de contenu et qui seront très liées, finalement, à des applications dans le secteur de la conception. Donc, voyant ça, on se dit que le choix du type d'IA qu'on va mettre en place est vraiment très lié aux besoins du métier de l'industriel et aux données qui sont disponibles. Si on prend quelques exemples, parce que je vais plutôt partir de donner l'exemple qu'on a travaillé, sans forcément donner des noms d'entreprises. Si on parle de conception, aujourd'hui, les intérêts de l'IA, c'est vraiment être en assistance à la création
qu'elle soit au sens créatif, design, qu'elle soit technique ou analytique. C'est un moyen d'optimiser les formes, de générer des variantes. Donc, il y a vraiment aujourd'hui des applications de logiciels qui existent. On peut parler d'Ansys, par exemple, qui intègre déjà des briques d'IA pour la conception. Et puis, je dirais qu'un autre aspect de l'aspect de conception, c'est l'IA permettra de travailler sur le design de nouveaux matériaux. On a aujourd'hui des industriels, des grands industriels de la région, par exemple, qui travaillent sur la création de nouveaux alliages. Et ça, en utilisant des IA adaptés. Aujourd'hui, il y a des nouveaux alliages qui sont constitués en fonction d'un cahier des charges qu'on définit et qu'on donne en entrée à l'IA, et on est capable de définir de nouveaux alliages. Le sujet du jumeau numérique, c'est vraiment comment dire, aujourd'hui le moyen de faire le lien entre la physique et la simulation, j'allais dire. Donc c'est vraiment une exploitation intelligente des données physiques. On a aujourd'hui c'est un moyen finalement d'anticiper et de prévoir le fonctionnement d'un process. Et aussi, c'est aussi un outil important pour la conception. On a aujourd'hui des projets, par exemple, qui vont construire un jumeau numérique, d'abord plutôt volet simulation, qui vont créer leur prototype, leur V1, leur V0, finalement leur version bêta, et qui vont créer finalement le vrai jumeau numérique entre le prototype et la simulation, et qui vont s'en servir pour optimiser le produit en créant des scénarios dans le jumeau. Donc ça, c'est un vrai outil de conception et qui commence à aller vers les PME. On a aujourd'hui plusieurs projets qu'on a traités dans le cadre de SIM qui intègrent cette notion de jumeau numérique pour la conception. Et puis c'est aussi un moyen d'anticiper la maintenance. On a aussi vu des projets, notamment dans des secteurs un peu complexes, comme le nucléaire, où on n'a pas accès aux moyens qui vont être utilisés pour la maintenance tant que le réacteur n'est pas ouvert. Eh bien, on est capable il y a des solutions qui se mettent en place pour anticiper finalement le redémarrage de ces moyens de maintenance et vérifier que tout peut fonctionner au moment le jour J. Il y a les sujets de maintenance prévisionnelle, donc ça je ne vais pas trop l'aborder parce que c'est le sujet que va aborder Katia. Aujourd'hui, il y a de notre côté aussi, côté SIM, on a pas mal d'offres de solutions qui proposent des solutions d'IA et d'analyse pour anticiper la maintenance. Donc là, je laisserai Katia en dire plus par rapport à la solution qu'elle propose. Il y a des gros volets d'utilisation de l'IA dans le secteur de la vision industrielle, qu'elle soit pour du contrôle qualité ou qu'elle soit pour interaction avec le process, comme pour la livraison, j'allais dire, de pièces sur le process. Je peux citer deux types de projets qu'on a travaillés. On a, je pense que c'est d'ailleurs un adhérent commun qu'on a entre Minalogic et SIM, une offre de solution qui a mis au point un process, en fait, une solution de contrôle de qualité par vision, en venant contrôler dans le cadre du process, en temps réel, les aspects dimensionnels et état de surface pour détecter les défauts en temps réel et être capable de corriger les paramètres d'usinage directement entre chaque pièce, de façon à limiter le nombre de rebus. Et ça avec une précision qui peut aller jusqu'à la dizaine de microns. Voilà, c'est le genre d'application qu'on peut trouver et qui commence aussi à trouver ces applications dans les PME régionales. D'ailleurs, c'est une entreprise avec laquelle on fait pas mal de POC justement dans les PME pour montrer l'intérêt de cette solution-là. Ça peut être aussi, si on parle plus de dévraquage, aujourd'hui, il y a des interactions sur des solutions qui se mettent en place pour venir dans un bac où il y a des pièces en vrac, être capable de venir attraper la pièce qu'on recherche, de ça, et de pouvoir la mettre au bon endroit sur le process et d'avoir une interaction opérationnelle sur le process. Aujourd'hui, on a beaucoup qui interviennent là-dessus.
qu'elles soient dans des conditions compliquées comme la forge, par exemple, où les conditions de travail sont complexes. Donc, il y a besoin d'avoir des outils de reconnaissance de forme qu'on pourra capter par rapport à des formes qui sont déjà liées à, comment dire, à la CAO, et avoir une interaction directe entre la détection par la vision et la configuration des pièces, la géométrie des pièces qu'il y a dans la CAO. Aujourd'hui, les solutions comme ça qui sont installées et qui commencent à fonctionner. Sur les aspects robotiques, ça c'est assez large, puisqu'en fait, on pourra travailler à la fois sur l'optimisation de la trajectoire propre du robot pour arriver à la précision souhaitée, mais c'est aussi un moyen aussi de travailler mieux sur les aspects de cobotique. C'est l'intégration aussi de gestes métiers, en fait. On a travaillé avec une entreprise qui fait du parachèvement, de l'abrasion, et qui met au point un système de robotique avec de la programmation intuitive capable d'optimiser, comment dire, de reproduire le geste métier de l'opérateur pour pouvoir optimiser ces opérations comment dire, de parachèvement. Mais aussi, les aspects d'IA dans la robotique, c'est aussi tout ce qui va concerner la robotique mobile, tout ce qui est évitement d'obstacles, tout ce qui est détection d'obstacles, tout ce qui est gestion de flotte de robots. Là aussi, il y a beaucoup de sujets d'IA qui apparaissent. Et aujourd'hui, on a, de notre côté, et je pense aussi côté minologique, des offreurs capables d'apporter cette solution auprès des industriels. L'optimisation de flux, forcément, on aura, et puis ça peut être aussi très lié à la partie géonumérique, on aura forcément beaucoup de solutions d'IA qui se mettent en place pour optimiser ces flux de production. Et on a aussi des solutions qui se mettent en place qui tiennent compte pardon, des caractéristiques métiers de façon à encore mieux optimiser la production et la gestion de la production. On a par exemple un projet qui s'est mis en place où il y a un petit robot mobile qui a la connexion avec l'ERP, qui reçoit les ordres avec le MES, pardon, qui reçoit les ordres du MES pour aller chercher une pièce au stock, la ramener au bon endroit sur le process, et tout ça en fonctionnant en flotte de robots. On continue. Forcément, l'objectif, c'est les gains de productivité. Donc, il y aura aujourd'hui beaucoup d'applications qui vont permettre déjà par la maintenance, par la détection, la détection comment dire, de signes encore pour les pannes. Donc, on aura vraiment un des avantages de l'IA, ça sera être capable de réduire les coûts opérationnels, finalement, du process, d'anticiper les pannes, de réduire les temps de conception. Donc, forcément, d'aller agir à tous les niveaux du process industriel pour réduire le coût de production et le coût opérationnel de process. Un autre avantage, forcément, c'est comment on va pouvoir détecter les défauts, c'est l'amélioration des qualités, c'est une réduction de la condition de matière première, réduction de rebut. Donc tout ça, ça va jouer aussi à la compétitivité du process. L'adaptabilité du process, c'est aussi un enjeu qui va permettre de travailler, de passer entre les différentes séries de pièces qu'on va pouvoir traiter et de pouvoir traiter des séries de petites dimensions. Donc, on pourra travailler la personnalisation de masse et la modularité en fait du process. Et puis enfin, on va pouvoir aussi travailler sur l'aide à l'opérateur. L'IA va permettre de mettre en place des outils d'aide à la décision et d'avoir une meilleure interfaçage entre le travail de l'opérateur et le process. Et à terme, c'est aussi arriver à autonomiser un process. Si on est capable d'avoir un système qui et son contrôle qualité en temps réel, qui permet de modifier les paramètres de production et quelque part qui va pouvoir être un gage aussi de flexibilité, on pourra atteindre des process
quasi autonome. Et la conséquence aussi pour l'humain, ça sera une réduction de la pénibilité du travail. Par contre, non, oui, voilà. Il y a quand même aujourd'hui des limitations à l'utilisation de l'IA et puis des défis encore à relever. L'IA est basée sur des données. Donc la qualité de ces données, leur volume et les annotations qu'on va pouvoir mettre, si c'est nécessaire, en fonction de l'application à ces données, ça va vous jouer en fait beaucoup sur le résultat et sur la qualité du résultat. Donc il est important finalement d'avoir des données qualifiées et fiables pour obtenir un résultat qui va être opérationnel. Il y a le sujet de la cybersécurité et la conséquence du cryptage. Aujourd'hui, quand on va être capable de rajouter des capteurs dans un process, on va démultiplier le nombre de points d'entrée, le nombre de points de fragilité finalement du process. Donc il faut avoir un travail sur le cryptage des données et sur la sécurité qui est hyper important. Le coût et les investissements, si on a un process qui demande un upgrade important des installations et pour lequel les données actuelles qui sont captées ne sont pas suffisantes, il y aura un besoin d'intégrer de nouveaux capteurs, des besoins d'avoir des moyens de calcul, et ça peut avoir un dur des coûts important. Il y a les compétences, forcément, pour pouvoir manager ces sujets-là. Si on ne veut pas systématiquement faire appel à des compétences externes, il y a besoin d'avoir des compétences externes aussi bien côté ingénierie, bureau d'études, sur la partie data scientist, mais aussi sur la montée en compétences des opérateurs qui devront gérer différemment leurs actions. Et puis, il y a un frein, souvent, les technos, il faut les faire accepter par les opérateurs dans l'atelier. Et ça, c'est un frein important qui peut aujourd'hui, dans certains cas, nuire au développement de ces solutions IA dans l'atelier. Parce qu'il faut développer la confiance des opérateurs par rapport à ça. Il y a l'effet boîte noire, en fait, qui fait que l'opérateur se peut sentir moins concerné par l'opération. Et puis, ça entraîne aussi une organisation complète du travail dans les équipes. Il y a un vrai travail d'organisation à mettre derrière. Donc, ça peut, dans certains cas, être un facteur limitant au déploiement de solutions d'IA. Aujourd'hui aussi, en région, au Vin Grand Limbe, on a la chance, je dirais, d'avoir un écosystème qui est très riche, en offre de solutions, en start-up. Donc, on en aura un exemple en suivant. Là. On a beaucoup aujourd'hui d'offres techniques et de services qui sont en place et qui existent dans nos écosystèmes. Les écosystèmes des pôles sont un des moyens de se connecter avec ces solutions. Et donc là, nous aussi, comme l'a dit tout à l'heure David, on a un vrai rôle pour de ciblage et de mise en relation, à bon escient par rapport aux besoins d'entreprise et de connaissance de vos besoins pour vous orienter vers les bonnes technos à intérêt par rapport à vos besoins. Il y a un panel de laboratoires de recherche, de centres techniques, on ne va pas les citer parce qu'on en oubliera, mais qui est très fort en Auvergne-Rhône-Alpes, quels que soient les bassins universitaires du territoire, que ce soit à Grenoble, à Saint-Étienne, à Clermont ou à Lyon. On a aujourd'hui des centres de recherche et des labos qui sont dédiés à différents types d'applications de l'IA qui sont importantes, et notamment dans tout ce qui est lié au manufacturing. On a le CETIM aussi qui a mis en place les plateformes Quatrium qui sont aussi un moyen de démonstration finalement d'applications industrie du futur au sens large et de solutions IA qui sont présentes. Et là aussi la connexion avec des offres de solutions qui sont présentes dans ces plateformes. On a le campus numérique où il y a des plateaux techniques qui sont dédiés au 4.0, notamment la plateforme DIWI qui est un terme des notions d'IA et d'utilisation de l'IA importante et qui est à votre disposition aussi pour bien connaître les applications de l'IA. Et puis, il y a un dispositif qui a été lancé par l'Alliance Industrie du Futur qui s'appelle les vitrines Industrie du Futur. Je vous ai mis le lien du site internet. Ces vitrines ne sont pas forcément visitables
facilement. Par contre, vous avez toutes les infos sur le site internet qui vous permettent de voir quels sont les types d'applications et les types de développements qui ont été faits. J'ai mis quelques exemples, mais si vous allez sur le site internet des épiceries du futur, vous verrez qu'il y a une bonne vingtaine en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec différents types d'applications, que ce soit la maintenance, que ce soit les données comme chez Michelin, que ce soit la robotique mobile comme chez Pfeiffer, que ce soit plutôt l'agilité de production, la robotique mobile, et puis le lien avec le stock, finalement, un système robotisé qui va être capable d'aller directement aller chercher dans le stock des pièces et directement connecté au système au MES, que ce soit comme cette forge qui a mis en place une usine vraiment connectée et digitalisée. Il y a aujourd'hui des choses qui se font. Ces vitrines peuvent être un moyen pour vous alors, encore une fois, plutôt en allant voir sur le site internet. Et puis après, c'est aussi notre rôle de pôle, vu qu'on connaît ces vitrines, de vous faire rencontrer et vous faire voir un peu ce qui se fait en région. Voilà, dit rapidement, ce que nous, côté SIM, comment on aborde le volet IA dans les projets qu'on accompagne et dans les entreprises qu'on accompagne. À votre disposition, s'il y a des questions. Si plus de contacts ou de besoins. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis. Donc, avant que Katia prenne la main, vous rappelez que vous pouvez poser des questions, commentaires, faire vos commentaires ou même évoquer des cas d'intégration d'IA dans vos usines ou à travers l'installation robotique. Il faut que tu désengages le partage, Jean-Louis, pour que Ouais. Katia puisse le faire. Et je laisse la parole à Katia dans quelques secondes. Katia, c'est à toi. Merci David. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien, il faut que tu t'agrandisses. Voilà, c'est parfait. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Katia Hilal. Je suis cofondatrice et CEO de Amiral Technologies. Amiral Technologies est une start-up issue du CNRS de Grenoble qui a été fondée en 2018. Et aujourd'hui, nous offrons une solution logicielle sous forme d'un logiciel qui s'appelle DiagFit, qui est spécialisé dans la détection et diagnostic de panne pour les experts métiers de l'industrie. Alors, pour démarrer, quelques mots sur Amiral. Nous avons commencé à Grenoble et aujourd'hui, nous ouvrons un bureau à Paris. Comme j'ai dit, c'est une spin-off du CNRS basée sur une technologie bien particulière qui nous rend les spécialistes de tout ce qu'on appelle les séries temporelles industrielles. Les séries temporelles industrielles, ce sont les données issues de capteurs physiques tels que courant électrique, puissance, vibration, couple, positionnement, etc. Et c'est sur cette technologie-là que nous avons basé toute notre solution, qui a évolué avec le temps à travers plusieurs projets sur lesquels on a travaillé et qui ont tous été capitalisés pour construire un logiciel. Nous sommes bien évidemment membres du pôle Minalogique, également du pôle GIFAS pour l'aéronautique et Nucléaire Valley pour l'industrie nucléaire. Nous sommes membres du Hub France IA et puis partenaires de la région France. Nous sommes lauréats France 2030 et Deep Tech, le groupe Deep Tech dans la French Tech. Alors, quel est notre objectif en introduisant cette intelligence dans l'industrie? Bien sûr, comme l'a dit Jean-Louis, on a tout intérêt à l'utiliser pour tout ce qui est réglage, ajuster la surveillance de nos actifs, également augmenter le taux de rendement des équipements et générer aussi de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée peut se matérialiser non seulement par la réduction de coûts de maintenance, mais aussi pour les équipementiers qui offrent des solutions à l'heure d'utilisation, à l'heure de vol, à l'utilisation, et qu'ils ont tout intérêt à maintenir une disponibilité de leur équipement pour pouvoir générer plus de valeur et aussi anticiper les réparations.
Alors, comme Jean-Louis l'a introduit aussi, les défis critiques pour l'exploitation de nos données, il y en a beaucoup et de ce fait, beaucoup de projets à base d'intelligence artificielle ont été stoppés euh, parce qu'il y a des difficultés. Alors, premièrement, la diversité des actifs, même chez un seul industriel, il y a des actifs de plusieurs natures, générant des données de plusieurs formes, de plusieurs natures aussi. Donc, il y a une quantité de données dans laquelle il faut naviguer. Et deuxième constat, c'est que les data scientists, bon, il y en a, mais il n'y en a pas assez. Et contrairement à tout ce que font les grands Google et autres, il n'y a pas de partage de données entre industriels. Il n'y a pas un repositoire comme chez Google de toutes les photos que les gens ont postées ou chez Facebook, etc. Dans l'industrie, chacun garde ses données protégées et donc il n'y a pas d'effet cumulatif d'apprentissage. Donc ces défis ont conduit au fait qu'il y a énormément de données. C'est une mine d'or, mais 90% des données restent inutilisées. Et en utilisant ces données, en facilitant leur utilisation, on va pouvoir libérer cette valeur. Alors, Diakfit, c'est quoi en 2 mots? C'est un logiciel, donc solution logicielle implémentée soit chez le client, soit sur notre cloud, qui permet une préparation semi-automatisée des séries temporelles industrielles, une visualisation intuitive, possibilité de gérer plusieurs capteurs et agnostic du type de capteur, avec une interface no-code, donc facile à utiliser par un expert métier, pas forcément avec une connaissance de data science. Et ça permet en plus un espace de travail partageable où plusieurs personnes de plusieurs horizons peuvent travailler sur le même projet, sur les mêmes équipements. Donc, on peut avoir un data scientist, un expert métier, un autre expert maintenance qui accèdent au même espace de travail. Nous utilisons des modèles supervisés et non supervisés. Comme Jean-Louis l'a expliqué, alors non supervisés, et c'est le cas le plus courant parce qu'on manque beaucoup de données exhaustives historiques de toutes les pannes possibles et imaginables. Et donc, nous travaillons sur le fonctionnement normal de l'équipement sans défaut. Et c'est ça qu'on apprend. Et par là, on va détecter les anomalies. Mais également, il est possible, si nous avons des anomalies historiques qui ont été labellisées, d'ajouter à cette intelligence la connaissance de ces anomalies pour augmenter les possibilités de détection. Pour finir, installation facile en un clic, soit chez le client, ce qu'on appelle on-premise, en sur-site, ou sur le cloud du client ou de Amiral Technologies. Alors, pour commencer, comment fonctionne la solution? Bien sûr, pour pouvoir actionner une maintenance prédictive, il va falloir apprendre. Et donc, pour apprendre, il faut construire le modèle qui va être celui de votre équipement ou de votre série d'équipements. Donc, il y a 2 phases. La première phase, c'est le build et la deuxième, c'est le run. À gauche, nous avons les capteurs que vous déployez. Nous, on n'offre pas les capteurs et par expérience, les industriels ont déjà déployé beaucoup de capteurs. Donc, ces capteurs génèrent ces séries temporelles et ils sont acheminés vers Diakfit. Premièrement, sous forme de données historiques qui vont nous permettre de faire le build de notre modèle. Et dans un second temps, une fois que le modèle est construit, on va passer à la phase run où on va recevoir les données en temps réel, quasi temps réel ou en batch. Et on va pouvoir appliquer le modèle sur ces données ou inférer le modèle, détecter l'espace de normalité, détecter si les données sortent de l'espace de normalité et donner un score de santé et surtout diagnostiquer pourquoi nous avons détecté ces anomalies-là. Tout ça en relation avec l'opérateur via une interface utilisateur. Alors, la partie build, en 2 mots, on a deux parties. La partie de gauche, prepare, ça permet vraiment d'automatiser
ces tâches fastidieuses d'explorer les données. Donc, on a pas mal de données historiques qui peuvent être, comment dire, pas complètes, où il y a des défauts de capteurs, où il y a quelques champs qui n'ont pas été saisis, etc. Donc, notre première partie va nous permettre d'automatiser le traitement de ces données en explorant les données, en les nettoyant, en les augmentant, en mettant des capteurs virtuels, par exemple, générer des capteurs virtuels, et même en annotant quelques parties des données si on a ces informations-là. Une fois que ces parties-là sont faites, bien sûr, tout ce qu'on a fait est enregistré dans le modèle final. Donc, la préparation des données à leur réception fait partie du workflow global. Une fois qu'on a fini de préparer les données, on passe à la partie détection. Ça veut dire on configure le modèle d'apprentissage qui va apprendre selon la nature des données. On va faire l'apprentissage, on va mesurer la qualité de ce modèle et si besoin, l'affiner, faire plusieurs itérations pour améliorer les performances. Et une fois que le modèle il est approuvé, on va pouvoir faire un apply ou l'inférer dans une partie run. Et donc là, je vais parler de comment on va faire la partie run. Tout simplement, il y a plusieurs possibilités. Soit nous continuons avec Diakfit en serveur, ou au lieu des données historiques, cette fois-ci, on va importer les données réelles et on va sortir donc les résultats du modèle en termes d'anomalies et de diagnostic. D'autres solutions, c'est de se connecter via l'API. Et dans ce cas-là, vous vous affranchissez de l'IHM ou de l'interface utilisateur. Vous pouvez afficher les résultats sur vos propres logiciels de supervision. Ou on peut aussi déployer un agent qui rend cette interaction encore plus simple. L'agent, il va aller lui-même chercher les données quand il y en a et il va lui-même aller poster les résultats dans vos systèmes. Cas d'usage, alors très très varié, puisque la technologie, dès le départ, est agnostique. Du moment où c'est une série temporelle, du moment où elle provient d'un équipement ayant une forme d'automatisme, nous pouvons traiter ces séries temporelles. D'ailleurs, le laboratoire CNRS d'où on est issu, c'est le laboratoire GIPSA qui est spécialisé dans l'automatique et la théorie du contrôle. Donc vraiment quelque chose de très très industriel. Et nous avons travaillé donc dans l'aéronautique, dans les transports, aussi dans l'énergie, que ce soit nucléaire ou solaire. Et nous avons travaillé aussi dans la défense. Je vais vous montrer quelques écrans qui vous illustrent la puissance du logiciel et je terminerai sur un cas d'usage très, très simple, très rapide pour vous montrer les bénéfices que nous en avons tirés. Donc ça, c'est un écran qui vous montre en fait l'affichage des séries temporelles. Plusieurs capteurs et la possibilité automatiquement de générer une matrice de corrélation entre les capteurs. Donc automatiquement, on peut savoir que ces deux capteurs-là, le thermocouple et la température, sont complètement corrélés. Et donc, on peut en créer en groupe, par exemple. Nous avons aussi la possibilité d'explorer le spectre et d'afficher le spectrogramme pour chaque capteur et de voir si les vraies informations sont plutôt présentes dans les hautes fréquences ou dans les basses fréquences pour pouvoir appliquer les filtres qui conviennent. Il est possible, bien sûr, d'automatiser le nettoyage des données. Ça veut dire que dès qu'il y a un champ qui est libre, qui est vide, où il y a un NaN, nous allons reconstruire la donnée d'une manière intelligente qui devait être dans ce champ-là. Il est possible aussi de resynchroniser des capteurs parce que souvent, quand la machine est équipée de plusieurs capteurs différents et ces capteurs ne génèrent pas les données au bon moment ni à la bonne fréquence, ni à la même fréquence, et donc on va pouvoir resynchroniser tous ces capteurs. On peut enlever certaines tendances qui ne nous concernent pas. Par exemple, une température qui augmente parce que c'est normal
mais ça ne contient pas vraiment une information exploitable, on peut automatiquement enlever la tendance et garder, par exemple, le bruit qui, lui, nous intéresse. Nous pouvons aussi enlever automatiquement ce qu'on appelle les outliers, ça veut dire les données aberrantes qui ne semblent pas provenir d'un capteur sain. Il est possible aussi de construire, d'augmenter les données en créant des capteurs virtuels à partir des vrais capteurs. Donc, par exemple, si je souhaite avoir un capteur de puissance, que j'ai déjà un capteur d'intensité et un capteur de voltage, je peux tout simplement faire une opération de multiplication et obtenir un capteur de puissance. Et ainsi de suite. On peut faire des dérivés, des divisions, plein d'opérations sur ces capteurs-là. Et finalement, on peut aussi donner la possibilité d'annoter les données si nous avons un pattern connu de panne, par exemple. On peut entrer les labels sur ces données. Une fois qu'on a fait ça, le workflow va comprendre l'ensemble de ces opérations et on va pouvoir passer à l'apprentissage. Il est possible de générer donc un modèle prédictif à partir de ces données-là en sélectionnant si nous sommes dans un cas monocapteur ou plusieurs capteurs, si nous sommes plus dans un cas où on est plus dans les traitements temporels ou spectrales, et si on est en supervisé ou non supervisé ou les deux. Et bien sûr, nous avons aussi des algorithmes qui gèrent du multicapteur ou multivariant. En sortie de ces modèles-là, nous allons avoir un score de santé. Donc, ce score de santé, il est visualisé en haut pour un ensemble de modèles qui vont travailler en même temps. Donc, en même temps, nous allons pouvoir faire tourner des modèles sur chaque capteur, sur un ensemble de capteurs, sur des groupes de capteurs groupés par corrélation ou par affinité. Et donc, nous allons avoir un score global et un score par capteur. Et nous allons voir, par exemple, ici, on voit que le modèle, les prédictions du modèle ou les détections d'anomalies qui sont en bleu se superposent avec les pannes qui étaient labellisées déjà en rouge. Et donc, ça, c'est l'indicateur de santé. Donc, tout ce qui est en dessous de ce seuil-là, ça veut dire fonctionnement normal. Et quand on sort du seuil de normalité, nous allons avoir une alerte d'anomalie. Et après, donc chaque anomalie, on va pouvoir la diagnostiquer pour voir qui est-ce qui a contribué à cette anomalie. Est-ce que c'est un capteur? Est-ce que c'est un ensemble de capteurs? Est-ce que c'est un groupe de capteurs? Donc chaque modèle, la contribution de chaque modèle ou sous-modèle dans cette anomalie va être montrée et on va avoir une matrice de ce qu'on appelle les heatmaps de la contribution de chaque capteur. Pour finir, je vais vous illustrer sur un cas d'un équipementier, bien sûr sans le nommer. C'est un équipementier qui fournit ses équipements et qui gère la maintenance pour ses clients, qui embarque l'équipement dans des entités en mouvement. Il y a donc des contrats de maintenance et l'équipementier est pénalisé si l'équipement a montré de l'indisponibilité ou des pannes pendant une opération. Il y a un système d'acquisition haute fréquence avec beaucoup de capteurs et donc l'analyse des données qui sont reçues après chaque mission est très fastidieuse, très consommatrice de temps pour les ingénieurs support. Donc ça, des fois, elle est abandonnée cette analyse tellement elle prend du temps, elle va des semaines et des mois pour analyser les retours d'une seule mission. Donc le besoin, c'est d'établir dans le centre opérationnel, donc pas en temps réel, pas pendant la mission, mais dans le centre opérationnel, après le retour de chaque mission, retour de ces données et diagnostiquer qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipement pour voir s'il y a eu des disponibilités, pour quelles raisons, et aussi pour anticiper les missions futures. Et donc, j'insiste sur ce point-là parce que c'est un traitement non intrusif. Donc, on n'est pas dans un cas où l'IA va, elle, détecter une anomalie et prendre une décision. Non, l'IA va détecter les anomalies et donner à l'opérateur la possibilité de diagnostiquer et de prendre la décision lui-même. Et donc, ils ont besoin de créer un détecteur de panne avec peu de données historiques, parce que heureusement, l'équipement ne tombe pas souvent en panne, mais par contre, quand il y a une panne, il y a beaucoup de dégâts. Et donc, anticiper les pannes futures et diagnostiquer les pannes qui ont existé.
le résultat de notre application de Diagfit sur ce cas d'usage, premièrement, on a divisé par 10 le temps d'analyse. Comme je vous ai dit, beaucoup de données. Alors, au lieu de passer des mois à analyser, nous avons réduit ce temps à quelques heures, voire 2-3 jours, parce que automatiquement, nous allons sortir les anomalies qui ont eu lieu, les diagnostiquer, etc. Deuxième gain très notable, c'est la root cause analysis, parce que nous avons par exemple pu identifier que l'indisponibilité dans une partie de l'équipement était due à une panne dans une autre partie. Et donc, nous avons pu revenir à la route, enfin à la racine du problème. Et par la même occasion, nous avons pu voir que la racine de problème a été déclenchée, enfin a eu lieu parce que l'équipement a été utilisé hors des limites recommandées par l'équipementier. Et donc, ça a permis de justifier que l'indisponibilité n'était pas due à une panne de l'équipement, mais à une mauvaise utilisation par le client. Voilà, j'espère avoir montré les bénéfices en fait de cette approche et avoir déclenché quelques questions. Merci Katia. Ah, un premier commentaire, une question. Bonjour, merci pour ces présentations très intéressantes. J'ai plusieurs questions. Avez-vous des retours d'expérience à partager sur de l'apprentissage par renforcement dans la robotique mobile, voire aérienne, ou des acteurs que nous pourrions rencontrer pour avoir ces retours d'expérience? Jean-Louis, est-ce que tu vas intervenir sur cette question? Je peux dire deux mots, oui. Donner des noms comme ça, c'est compliqué, mais on a effectivement, on a vu passer dans des projets des entreprises et des offres de solutions qui travaillent sur ce genre de sujet. Donc là, on peut le travailler au cas par cas. Oui, j'en profite justement par rapport à ta présentation et étendre un petit peu la notion robotique aussi, enfin l'intelligence Ouais. artificielle dans la robotique. C'est vrai qu'il y a la notion du robot telle qu'on peut la voir dans les chaînes industrielles, mais la robotique qui est à la fois sur de la robotique mobile et aussi par drone avec l'analyse d'entrepôts, en tout cas pour les inventaires, qui sont des solutions Ouais. qu'on a vu se développer aussi depuis certains temps. Donc oui, il y a plusieurs acteurs. Ça, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, on rentrera un peu plus dans le détail avec vous sur cette notion-là. Je passe à la question suivante. Comment est perçue l'IA par rapport à des besoins de preuves formelles pour la certification de certains équipements dans l'aéronautique ou le ferroviaire ou le nucléaire, par exemple? Y a-t-il des solutions actuellement pour répondre à ce besoin? Je peux donner un bout de réponse. Il y a beaucoup de travail avant de faire une certification d'un système aéronautique, hein. Il est connu que les systèmes aujourd'hui embarqués dans les avions sont ceux qui ont été conçus il y a 10 ou 20 ans parce que le processus de certification est très long. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que l'IA, le déploiement de l'IA dans des conditions opérationnelles où l'IA va prendre une décision, on est loin de là, surtout dans l'aéronautique et le nucléaire, évidemment. Aujourd'hui, l'utilisation de l'IA est plus dans des centres opérationnels en back-office, si vous voulez, où on reçoit les données, on les analyse en back-office pour pouvoir corriger des choses lorsque l'avion est déjà posé au sol et anticiper les prochains vols. Mais par contre, pas pendant le vol. Sur le nucléaire, il y a bien sûr une procédure de certification qui est très normalisée, hein. EDF doit approuver chaque système. Et donc, ce sont des démarches qui sont présentées à EDF sur les prochaines méthodes ou les prochaines méthodes qu'on pourra utiliser. Et EDF soumet ça à une procédure de certification qui peut durer 5 ans. Merci, Katia. Un complément Ouais. sur ce sujet-là. Nous, on a vu passer quelques
quelques projets qui étaient plutôt dans le secteur du nucléaire. On est moins sur les sujets d'aéro. Aujourd'hui, il y a aussi un frein qu'il y a, c'est la cybersécurité. On a fait plusieurs projets qui aujourd'hui ont été validés au stade labo, au stade d'application en tant que cas test, en tant que démonstrateur. Le passage à l'échelle, aujourd'hui, il y a un vrai sujet de cybersécurité. Et donc ça, c'est aujourd'hui, j'allais dire, avant de parler normes, il y a déjà ce sujet-là qui doit être réglé. Et le projet auquel je pense, On n'a pas entendu tes derniers mots, Jean-Louis. c'est le point de blocage aujourd'hui pour le déploiement avant de passer au stade normalisation, quoi. Ok, j'ai eu un petit jet lag, je ne sais pas si ça a été le cas pour tout le monde. En tout cas, j'ai eu un peu du mal à t'entendre sur la dernière Je sais pas, partie de ta... j'ai eu une fenêtre qui s'est ouverte en même temps, alors c'est peut-être ça qui a bloqué. Peut-être si tu veux reformuler. Ouais, ce que je disais, c'est que la cybersécurité, aujourd'hui, ce qu'on a vu sur plusieurs projets dans le nucléaire, c'est la cybersécurité qui, pour l'instant, a bloqué le déploiement de plusieurs solutions qui ont été validées au sens d'utilisation possible, mais le passage au déploiement, c'est la cyber qui bloque. Ok, merci beaucoup. Troisième question, est-ce que le diagnostic automatique dans l'exemple donné par l'OEM de la Défense, DIACFIT, pourrait se faire en embarqué et quasi temps réel pour lancer des actions de sécurité avant anomalie? Tout est possible, hein. Après, bien sûr, modulo ce qu'on vient de dire, c'est que on autorise au logiciel d'intervenir dans une décision opérationnelle. Euh, la, Après, c'est vraiment, ça dépend de la criticité de l'équipement, ça dépend des besoins pendant la mission. Mais oui, il est possible d'embarquer le logiciel qui détecte par anticipation quelques défauts et il peut lancer des alertes. Et après, euh, coupler ces alertes à euh, des opérations de réparation ou d'intervention sur l'équipement, c'est possible, bien sûr, hein. Intervention humaine ou automatique, tout est possible. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Non. Si c'est le cas, je vous propose peut-être d'en rester là et de vous rappeler la journée robotique du 5 juin qu'on organise avec Simon Partenaire. Donc, on vous invite à vous y inscrire, évidemment. Et vu la qualité des questions qui ont été posées par Antoine Level, vous aurez la capacité de l'entendre parler aussi lors de cette journée du 5 juin. Donc, merci Antoine déjà de contribuer à la journée et en plus de contribuer à ces questions très pointues et très intéressantes. Est-ce que Katia, oui, Je vous remettrai le lien d'inscription si vous voulez en vous envoyant le replay de ce webinaire. merci Emmanuel. Vous avez entendu Emmanuel qui est notre soutien de l'ombre et qui nous permet d'organiser sereinement ce webinaire à chaque fois. Donc merci à toi Emmanuel. Et puis si Katia et Jean-Louis n'ont plus rien à dire, on va partager. Je ne sais pas. Je remercie tous les participants. Et moi de même. Et ben, je souhaite à tous et à toutes une bonne journée, un bon week-end. À très bientôt. Merci à tout le monde. Merci. 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 Merci, bon week-end.